Depuis 20 ans, il lutte contre le mal-logement dans sa ville de Saint-Denis. Un combat qu'il mène désormais à l'Assemblée. Stéphane Peu, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Un café avec un petit verre d'eau, si c'est possible. Alors, ce sera donc un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Alors, Stéphane Peu, vous êtes engagé très jeune en politique. Oui. Mais oui. vous n'êtes député qu'à 55 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? D'abord parce que je me suis engagé sans la perspective d'être élu. Je me suis engagé pour des convictions. Je me suis engagé très tôt parce que, en fait, moi j'étais dans une famille en Bretagne de parents d'origine ouvrière. Et puis, très, très inspiré par le catholicisme social. Mes parents n'étaient pas militants, n'étaient pas engagés politiquement. Mon père était à la CGT, mais c'était son seul engagement. Mais par contre, très mobilisé autour des questions du tiers-monde. Par exemple, mes parents disaient si toutes les familles de France faisaient 2 enfants et en adoptaient un 3e, il n'y aurait plus d'enfants qui souffrent dans le monde. Donc ils étaient très imprégnés d'idéalisme et ils l'ont fait. C'est-à-dire que j'ai eu une sœur, puis nous avons adopté ma 3e sœur. Et donc pendant 2 ans, j'avais à l'époque 8-9 ans, on lisait, on s'informait. Ma sœur arrivait de Corée, donc on s'intéressait à la situation dans le monde. Et très tôt, au collège, à l'âge de 12 ans, j'ai été animateur des clubs tiers-monde. À quoi il rêvait ce petit garçon-là, en Bretagne? Comment il s'imaginait plus tard? D'abord, il était heureux parce que c'était une famille soudée, unie. Mon papa avait été ouvrier plâtrier, puis il a fait les cours du soir. Il est rentré à l'école normale à 30 ans, après 15 ans de travail comme ouvrier. Et c'est un pur produit de la méritocratie républicaine. Et puis ma maman, elle était destinée, comme dans beaucoup de familles bretonnes, il fallait qu'il y ait un des enfants qui rentre en religion. Et ma mère était destinée à devenir bonne sœur. Elle était au couvent, très jeune, et elle s'est révoltée contre la hiérarchie, contre l'ordre, contre cette destinée qu'elle n'avait pas choisie. Elle en est sortie par les filières des femmes de maison pour devenir bonne dans la famille Missoff à Paris, dans les beaux quartiers parisiens. Et parmi les enfants qu'elle avait à s'occuper, il y avait celle qui allait devenir Françoise de Panafieux. Et ça a été l'éveil de sa conscience de classe. Quand est-ce qu'arrive le Parti communiste? En fait, très tôt, parce que je milite dans les clubs tiers-monde, et puis dès la 3e, donc j'ai 14 ans, je me dis oui, mais on ne peut pas faire que penser les plaies du monde, il faut peut-être éradiquer les causes des plaies du monde. Et donc je m'engage très vite au Parti communiste. Je lis d'abord, le manifeste du Parti communiste, je me documente. Et c'est moi qui viens frapper à la porte de la fédération du Parti communiste à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et qui leur dit, voilà, je sais que je suis jeune, j'ai 14 ans et demi, mais je voudrais vous rejoindre. Et là, j'adhère aux jeunesses communistes. Le communisme, c'est aussi l'URSS. Ça vous pose question à l'époque? Pas trop, non, parce que je vois surtout dans le communisme l'idée du commun, l'idée du partage, l'idée de la solidarité. Donc c'est ça qui me motive. Je suis très imprégné d'histoire politique française, donc je ne me pose pas trop cette question. On est quand même en 1976-77. Il y a aussi la force propulsive à l'époque du programme commun, d'une gauche qui est en phase ascendante, qui est pleine de promesses pour ce pays. Quels sont ensuite vos premiers combats politiques? Le premier combat, il a d'abord été en Bretagne. J'ai une photo, par exemple, ici. C'est le début du travail par intérim. On est à la fin des années 70 et le gouvernement de Giscard d'Estaing, de Raymond Barre, autorise le travail par intérim. Donc c'est le début de la précarisation. Là, c'est une occupation d'une société d'intérim à Saint-Brieuc, les premières sociétés d'intérim. Et on dit non, la jeunesse ne peut pas être soumise à des contrats courts. Et puis bien sûr, il y a eu aussi le soutien aux révolutions dans le monde. Je pense au Nicaragua, par exemple. La première mission nationale qu'on me confie, c'est de coordonner
l'envoi de 120 jeunes Français dans ce qu'on appelait, nous, des brigades internationales de solidarité. Et on a envoyé 120 jeunes Français pendant 4 mois au Nicaragua pour construire des écoles. Et moi, on sur des chantiers solidaires. Sur des chantiers solidaires. Et on m'a demandé de coordonner ça. J'avais 21 ans, enfin, vous imaginez. J'ai été au Nicaragua, j'ai rencontré le ministre de l'Éducation à l'époque, qui était un jésuite qui s'appelait le père Ernesto Cardenal, qui était un des têtes pensantes de la théologie de la libération en Amérique latine, aux côtés de l'évêque de Rio de Janeiro, Monseigneur Camara. Enfin, pour moi, c'était totalement fascinant, vous imaginez. Et ce qui me frappait aussi à l'époque, dans mon engagement, c'est qu'on nous confiait très vite des responsabilités très jeunes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas peur de la jeunesse. J'ai l'impression, parfois, aujourd'hui, qu'en politique il faut beaucoup faire ses preuves avant d'avoir des responsabilités. À l'époque, c'était moins le cas. Moi, j'ai du coup interrompu mes études prématurément. J'ai quitté l'école en première. Je ne le conseille à personne, hein, mais en considérant que l'école... C'était pas à l'école que je faisais mon apprentissage intellectuel, c'était plus en militant. Et donc j'ai dit, bon, à l'école, j'ai arrêté. Et mes parents l'ont très mal vécu. Ils m'ont dit, bon, bah, si tu arrêtes, c'est très bien, mais tu te débrouilles, tu te nourris. Comment vous avez fait alors? Et bah, du coup, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait plein de chantiers du bâtiment, j'ai travaillé, j'ai multiplié les petits boulots. Et puis au bout d'1 an et demi, je me suis dit, bon, voilà, donc je suis rentré en formation dans un AFPA, un centre de formation professionnelle pour adultes. J'avais 18 ans et j'ai fait un CAP de tourneur sur métaux. Enfin, quand même, ce qui occupait principalement mes journées, c'était le militantisme. Et puis, vous avez obtenu une carte de presse en 1990. Comme quoi? Vous écriviez où? Alors, j'ai écrit dans la presse référencée communiste, l'Humanité, le journal des jeunes communistes qui s'appelait Avant-Garde, mais j'ai aussi écrit bizarrement, par exemple, dans des journaux qui appartenaient à Philippe Aki, rock and folk, guitare et clavier, parce que au milieu des années 80, on m'a demandé d'aller à Moscou et à Budapest travailler dans une organisation internationale de jeunesse, et je suis arrivé, on ne peut pas tomber mieux, je suis arrivé à Moscou en décembre 84, et au moment où Gorbatchev arrivait. Et j'y suis retourné après très régulièrement, 85, 86. Donc j'ai vécu la perestroïka, la glasnost, c'était incroyable, une effervescence. Je suis devenu très gorbatchevien. Et du coup, je voyais tous ces groupes de musique ou de théâtre qui sortaient des caves et qui arrivaient sur scène. Et donc, la presse Philippe Aki, à l'époque, était intéressée d'avoir quelqu'un qui, sur place, pouvait chroniquer l'émergence de cette scène culturelle underground au plein jour. Et donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, en plus du reste. Le Parti communiste vous a ouvert des portes? Ah bah, énormément. Moi, je me suis construit alors avec ma propre culture personnelle, ma propre volonté, mais bien sûr, oui, énormément. Tout juste élu député, Stéphane Peu, adjoint communiste à la mairie de Saint-Denis, choisit de s'afficher avec les salariés de Tati, menacés de liquidation judiciaire. Un message de rupture et l'occasion de tacler les députés socialistes sortant du département. C'est une gauche qui a trahi, c'est une gauche qui s'est couchée devant les puissants. Donc moi je suis un député de la gauche debout, de la gauche insoumise, et je serai debout et insoumis dans l'hémicycle et debout et insoumis dans la rue aux côtés des salariés. Vous dites des mots forts, debout et insoumis. Oui, parce que j'ai fait ma campagne électorale avec c'était le candidat de la gauche debout et insoumise. Pour moi, ça voulait dire deux choses. D'abord, j'étais très, très partisan très tôt de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de l'Alliance. Donc, bien avant que le Parti communiste décide, de manière, à mon point de vue, trop tardive, de s'engager dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, moi, je le faisais. Je faisais sa campagne présidentielle et je trouvais que ce mot d'insoumis était un joli mot. Et la gauche de François Hollande, c'était la gauche qui s'était un peu couchée devant le libéralisme, qui avait renoncé à ses engagements. Donc voilà, je me suis dit, je suis la gauche debout, celle qui ne se couche pas, qui ne renonce pas
à ses promesses et à ses engagements. Vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de liens entre vos deux partis? Ah oui, je le regrette. Moi, dès que je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai essayé de prôner un groupe commun. Bon, je continue de penser que Emmanuel Macron n'est fort que des faiblesses et des divisions de la gauche actuelle. Mais vous ne risquez pas de perdre votre identité communiste? Non, je ne crois pas, au contraire. Non, je crois au contraire que faire vivre l'identité communiste, c'est offrir des perspectives de progrès au peuple français et capable de mettre en commun nos idées différentes, de les mettre en commun pour faire une offre politique. Enfin, moi, je me suis engagé, j'ai jamais été tenté par le gauchisme, parce que j'ai toujours pensé que on ne pouvait pas seulement être sur le bord du chemin à lever le poing ou à critiquer, mais qu'il fallait être dans la rue, aux côtés de tous ceux qui luttent, mais aussi dans les assemblées. J'ai été 20 ans maire adjoint à Saint-Denis, à essayer de faire ce lien entre le mouvement social et les transformations, même si aussi minimes soient-elles, qui puissent améliorer le sort des gens. Et en tant que député, vous arrivez à le faire? Ouais, on a quand même une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et qui est assez peu expérimentée politiquement et du coup qui n'écoute pas, qui n'a pas le sens du dialogue, qui n'a pas le sens de la construction commune. C'est assez énervant et assez triste à chaque fois qu'il y avait un groupe d'opposition de la droite ou de la gauche qui faisait une proposition de loi, il mettait une motion, ce qu'on appelle une motion de rejet préalable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas la débattre, même pas la discuter, même pas l'amender. Donc il y a une attitude de négation totale de l'apport politique des oppositions. Et quand vous avez le mouvement des Gilets jaunes et que vous avez partout dans le pays des débats qui se nouent et que la Chambre des représentants du peuple, là, le lieu qui devrait être le cœur battant de la République, est interdit de débattre dans l'hémicycle de ce qui se débat dans le pays, on est à front renversé. Ça questionne parfois votre engagement, vous, en tant que député? Vous vous demandez ce que vous faites là, parfois? Oui, des fois, forcément, quand vous travaillez des heures et des heures pour faire des propositions sur des sujets que vous maîtrisez bien et que vous connaissez bien, que vous avez documenté, que vous avez expérimenté et qu'on vous renvoie, on vous dit non et qu'on n'en discute même pas, oui, c'est assez frustrant. En même temps, ça dépend de vos caractères, mais moi, ça me renforce dans ma détermination, non pas à m'opposer stérilement, mais à essayer de continuer à construire et à forcer le destin. J'ai réussi à faire voter quelques amendements sur quelques lois, même certaines contre l'avis du gouvernement, par la force de la conviction. Donc ça me Pour réjouit. rester un député déterminé. Absolument, oui, déterminé, combatif, travailleur, pas seulement là pour critiquer ce que fait le gouvernement, mais aussi pour essayer, à chaque fois que c'est possible, de faire progresser la loi dans le bon sens. Merci à vous. Merci Stéphane Peu d'avoir accepté de vous livrer dans Les Mois et Mois.